Bonjour à vous et merci de nous retrouver. Nouvelle matinale, nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct, un direct où il sera question de Cour pénale internationale et du nouveau statut des Palestiniens. Et puis en fin d'émission, on changera totalement d'atmosphère avec Leslie Anselem qui viendra nous parler de mode. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'heure, concentrons-nous sur les titres de l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est la Syrie et ce raid meurtrier sur la ville d'Alep. Effectivement, moins 15 personnes, dont une femme et 5 enfants, ont été tuées dans un raid de l'armée syrienne contre un immeuble à Alep. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dimanche, le même organisme faisait état d'au moins 125 morts sur le terrain, dont 58 rebelles, 39 civils, 28 soldats à travers la Syrie. Ce bilan reste encore provisoire. Provisoire, malheureusement, on l'a bien compris. Et dans le même temps, peut-être pour déplacer l'attention, Bachar el-Assad accuse Israël de déstabiliser son pays. Alors que les violences se poursuivent, donc le président syrien Bachar el-Assad a accusé Israël de vouloir déstabiliser et affaiblir la Syrie après le raid aérien israélien qui a visé mercredi, je vous le rappelle, des installations militaires près de Damas. Et dans le même temps, justement, on le disait, mais Israël se prépare d'ores et déjà à l'après-Assad. En Israël, des sources de sécurité ont annoncé que l'armée envisageait d'instaurer une zone tampon à la frontière israélo-syrienne, ceci afin d'empêcher des groupes radicaux de s'approcher de sa frontière sur le plateau du Golan en cas de chute du régime de Bachar el-Assad. C'est ce qu'a rapporté dimanche l'hebdomadaire britannique The Sunday Times, citant des sources proches des stratèges de l'armée israélienne. Ce plan préconise donc une zone tampon s'étendant sur 16 km sur le plateau du Golan. Dans un premier temps, 2 brigades d'infanterie et un bataillon de chars seraient déployés sur cette zone. Alors Elsa, les menaces aujourd'hui à l'encontre de l'État d'Israël, elles émanent également du Liban, c'est ce qu'on a appris de sources israéliennes. Après la Syrie, la Turquie, c'est le Liban qui durcit le ton à l'égard d'Israël. Adnan Mansour, ministre des Affaires étrangères libanais, a déclaré que l'attaque israélienne en Syrie a été jugée agressive à l'égard du Liban. On passe à présent à l'Égypte où il semblerait que le fameux témoin dont on a parlé ces derniers jours et qui est à l'origine des tensions, eh bien il aurait changé sa version. L'homme battu donc dans les rues du Caire vendredi soir et qui avait dans un premier temps dédouané la police vient de changer de version et accuse désormais les forces de l'ordre. Le procureur du quartier d'Héliopolis qui s'occupe de l'affaire a demandé que Ahmad Assaber, le manifestant en question, actuellement soigné dans un hôpital de la police, soit transféré dans un hôpital public. Les images du passage à tabac avaient suscité un tollé en Égypte et enflammé les rangs de l'opposition dans un climat de forte tension après 8 jours de manifestations qui ont fait près de 60 morts. Elsa, au menu de l'actualité ce matin, c'est également l'Iran. Les discussions sur le nucléaire vont reprendre. Alors c'est la grande nouvelle de cette réunion de Munich. Les différents pays se sont finalement entendus sur un lieu afin de discuter du nucléaire iranien. Les grandes puissances ont proposé à l'Iran une réunion le 25 février prochain au Kazakhstan pour tenter de relancer après des mois d'interruption les négociations diplomatiques sur son programme nucléaire controversé. Les dernières négociations menées en août 2012 à Moscou n'avaient rien donné. Et c'est donc le Kazakhstan qui a été choisi pour cette rencontre. Une autre rencontre, Joe Biden rend visite à François Hollande à l'Élysée. François donc reçoit aujourd'hui, ce lundi, Joe Biden à l'Élysée. Le président français et le vice-président américain vont aborder les grands sujets d'actualité, en premier lieu desquels le conflit au Mali. Joe Biden renouvellera le soutien des États-Unis à l'intervention militaire française. Les États-Unis soulignent l'importance d'un déploiement immédiat de la mission africaine chargée de soutenir les troupes françaises et la nécessité d'organiser rapidement des élections libres et démocratiques au Mali. Le Mali, justement, vous en parliez, un haut responsable islamiste vient d'être arrêté. Donc ce haut responsable fait partie d'Ansar Dine, un des groupes islamistes qui a occupé pendant des mois le nord du Mali et commis de nombreuses exactions, a été arrêté près de la frontière algérienne par un groupe armé. C'est ce qu'a annoncé les sources de sécurité maliennes. On en a parlé hier, Elsa. John Kerry a nouvellement été nommé au poste de secrétaire d'État américain. Il s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahou. Donc le nouveau secrétaire d'État John Kerry qui s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Il a été rapporté que ils ont décidé ensemble que l'engagement personnel du président Obama pour soutenir la sécurité d'Israël et continuer à œuvrer pour une paix durable entre Israël et les Palestiniens était profond. John Kerry s'est également entretenu avec le Premier ministre sur les derniers développements en Iran et en Syrie et a promis de travailler en étroite collaboration
coopération durant son mandat. Le secrétaire d'État a également téléphoné à Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Et on reste justement en Israël avec les tractations pour un nouveau gouvernement qui se poursuivent. Voilà, donc qui se poursuivent pour Benyamin Netanyahou afin de former rapidement un nouveau gouvernement. Les responsables de Abeit HaYehudi et de Yesh Atid, Naftali Bennett et Yair Lapid, ont coordonné leur position et sont convenus de présenter une plateforme commune quant à une éventuelle coopération au sein de la prochaine coalition ou, le cas échéant, de l'opposition. De hauts responsables du Likoud ont confirmé l'existence d'un tel accord entre Bennett et Lapid et ont ajouté que cette réalité limite de manière significative la marge de manœuvre de Benyamin Netanyahou dans les négociations pour la formation d'une coalition. Elsa, juste avant de revenir par téléphone avec Maxime Pérez, notre spécialiste en défense, on parle du Super Bowl, on passe aux États-Unis, une ambiance totalement différente. Vous venez nous parler du Super Bowl et d'un baiser particulièrement langoureux. Donc ce baiser fait référence donc à une publicité qui devait être initialement diffusée pendant le Super Bowl. La scène montre un mannequin israélien, Bar Rafaeli, plus exactement, embrassant un jeune geek. Cette publicité a créé le buzz escompté, mais jugée trop indécente par les chaînes américaines, notamment CBS. Elle a donc été censurée. Et toujours dans l'actualité du Super Bowl, donc cette finale du championnat de football américain, figurez-vous qu'un match a été interrompu hier par une coupure d'électricité partielle qui a duré 35 minutes. Le fournisseur d'électricité Entergy Corp a démenti tout problème d'alimentation au Louisiana Superdome, le stade couvert de la Nouvelle-Orléans où se tenait donc la rencontre. Le Super Bowl, la compétition la plus suivie au monde, la compétition sportive la plus suivie au monde. Merci Elsa de ce point sur l'actu. Nous sommes à présent en ligne avec Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Bonjour Nathalie. Hier soir ont été diffusées les premières réactions officielles de Bachar el-Assad après l'intervention israélienne sur son territoire. Est-ce qu'il fallait y voir une menace de riposte de la Syrie ? Pas tout à fait Nathalie, c'est une réaction où on ne peut plus mesurer de condamnation de principe, évidemment tournée vers Israël, mais on voit que Bachar el-Assad se garde bien de menacer Israël, il n'en a pas les moyens, son régime n'est pas en mesure d'engager des représailles contre son voisin, alors qu'il peine déjà à contenir une révolte intérieure et que sa survie est engagée. Le conflit avec les rebelles a déjà fait des milliers de morts dans les forces de sécurité syriennes. On parle aussi de plus de 25 000 blessés dans l'armée. C'est considérable et on voit mal comment celle-ci pourrait ouvrir un nouveau front face à une armée israélienne qui, elle, se tient prête à agir à tout instant et qui, de toute façon, dispose d'une supériorité militaire écrasante. Je crois surtout que Bachar el-Assad a peur. Il semble avoir compris qu'Israël est déterminé à intervenir si certaines lignes rouges étaient franchies, comme on l'a vu la semaine dernière, avec ce transfert supposé de missiles antiaériens SA-17 au Hezbollah. Donc pour Bachar el-Assad, finalement, Israël fait le jeu des rebelles, un déplacement de la concentration pour l'opinion internationale. Le chef d'état-major israélien, Benny Gantz, est à Washington en ce moment même pour des consultations sécuritaires. Que doit-on attendre des Américains? Qu'est-ce qu'Israël attend des Américains? Est-ce qu'on doit y voir ici un indice finalement d'une nouvelle action israélienne? Écoutez, en tout cas, l'armée israélienne ne cache pas qu'un des objectifs de cette visite est d'aborder la question de l'arsenal militaire du régime syrien, ses armes chimiques notamment, à même de tomber, vous le savez, à tout instant entre les mains de groupes armés djihadistes, islamistes, qui combattent aux côtés des rebelles. Alors est-ce que cela augure pour autant de l'imminence de nouvelles frappes? Tout est possible. On se rappelle que la semaine dernière, le raid israélien en Syrie s'est déroulé au moment où le général Avi Kochavi, le chef des renseignements militaires israéliens, se trouvait à Washington. On le sait, il y a une étroite coopération entre Israël et les États-Unis, notamment en termes de partage de renseignements sur l'évolution de la situation en Syrie. Cette situation sur le terrain, évidemment, elle peut évoluer d'heure en heure, même de minute en minute. Mais je vous rappelle que les Américains, eux aussi, ont mis en garde le régime de Bachar el-Assad contre certaines lignes rouges à ne pas franchir, l'utilisation d'armes chimiques contre la population syrienne, par exemple, et une intervention militaire américaine reste aussi du domaine du possible. Maxime, merci pour ces explications et ces détails. Voilà donc pour le point sur l'actualité. L'actualité, c'est aussi, et c'est le point sur lequel nous allons nous concentrer dans cette deuxième partie d'émission, le droit international. Philippe Koskas, vous êtes avec nous sur ce plateau, vous êtes avocat, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors la Commission des droits de l'homme a été saisie par les Palestiniens concernant les constructions israéliennes en Judée-Samarie dans les implantations. Donc un rapport de la CPI qui a été de la Commission des droits
droits de l'homme, qui a été rendu, on va parler de la CPI justement juste après, qui a été rendu et qui considère ces constructions comme étant illégales. Les Palestiniens réagissent et veulent poursuivre Israël devant la justice internationale. Quels sont finalement les moyens à disposition des Palestiniens pour poursuivre Israël? Bon, les condamnations sur les implantations, c'est pas nouveau. On allait dire que toutes les instances onusiennes ont une majorité automatique. Ce qui est en train d'être fait par les Palestiniens aujourd'hui ne fait peur à personne en Israël. Mais je crois que vous l'avez évoqué, l'élément nouveau, c'est depuis que l'État palestinien a été déclaré en tant qu'État non membre de l'ONU, donc très récemment, les Israéliens ont peur d'être poursuivis devant la Cour de justice internationale. Cette cour donc là, qui a été créée très récemment, depuis 2002, par le traité de Rome, est une cour qui pourrait permettre aux Palestiniens de poursuivre des personnes, c'est-à-dire ça peut être des officiers de l'armée, devant des juridictions internationales. Mais par le passé, on a déjà vu des hommes politiques israéliens ou des militaires israéliens qui ont été poursuivis dans des tribunaux en Grande-Bretagne, en Belgique. Qu'est-ce qui fait peur spécialement avec la Cour pénale internationale aux Israéliens? Ah oui, c'est une différence complète. C'est-à-dire ce qui s'est avéré en Belgique, par exemple, c'est que les tribunaux belges se sont conférés à eux-mêmes, j'allais dire, une compétence internationale pour les crimes de guerre, chose qui était annulée d'ailleurs depuis. Les tribunaux anglais, donc tout ça restait dans le cadre du pays lui-même. Tandis que là, ce qui se passe au niveau de du traité de Rome, une décision qui est prise à l'encontre d'une personne, ça a été fait d'ailleurs contre l'ancien chef de milice congolais au mois de juillet, la personne peut être arrêtée dans tous les pays qui sont signataires du traité. Donc c'est-à-dire, quand même, je crois qu'il y a 121 signataires de traité, c'est beaucoup. Une autre question finalement sur le dossier, les dossiers palestiniens. Sur quel dossier les Palestiniens peuvent poursuivre Israël? Quelles sont donc les différentes étapes qui peuvent être menées pour mettre en défaut l'État hébreu? Il faut mettre 2 points. Hein. Tout ce qui est crime de guerre, fait après 2002 peuvent être poursuivis par les Palestiniens. Donc c'est très large. Maintenant, la définition de crime de guerre, crime contre l'humanité, on l'a bien vu, est une définition qui est en même temps malheureusement réelle, mais également politique. Donc c'est ce qui fait très peur en fait aux Israéliens. Un crime de guerre, ça peut être n'importe quoi. Et tout ça, ça va dépendre en fait de l'intégrité de la Cour de justice internationale. L'intégrité, justement, on va en reparler après. Mais vous parlez, il y a verdict et il y a application des peines. Finalement, est-ce qu'il faut craindre également les applications des peines? Comment ça va être appliqué, les différents verdicts qui vont être prononcés? Comment les peines vont être appliquées? Alors, on n'en sait pas vraiment, parce que je vous dis, en 10 ans d'exercice, la Cour pénale internationale n'a rendu coupable qu'une seule personne. C'était une seule personne, ça a été fait au mois de juillet dernier. Donc on ne connaît pas vraiment, j'allais dire, il n'y a pas assez de recul historique pour le savoir. Mais a priori, tous les pays membres peuvent arrêter une personne qui s'est rendue coupable par la Cour. Donc c'est une application quand même mondiale. Alors on se penche à nouveau sur cette Cour pénale internationale. Vous me disiez en préparant cette émission que cette Cour finalement, elle est très jeune. Quelle est la crédibilité juridique qu'on peut lui accorder? Pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de bémols. Déjà sur le caractère, j'allais dire, est-ce que c'est un caractère plutôt juridique ou un caractère plutôt politique? Et comme toutes les cours onusiennes, on aurait tendance, et je crois que les Israéliens, mais il n'y a pas que les Israéliens, hein, on voit également que les États-Unis n'ont pas adhéré à la Convention de Rome, ont très peur de cette applicabilité politique de cette Cour. On peut voir que jusqu'à présent, en tout cas, on parle d'un budget de la Cour de plus d'1 milliard d'euros depuis qu'elle a été créée. Et tout ce qu'a fait cette Cour en moins de 10 ans, ça a été de rendre coupable qu'une personne, d'ailleurs c'est sous appel maintenant, et toutes les inculpations, ou toutes les requêtes qui ont été faites ont été à l'encontre de pays africains. Donc finalement, si je résume, ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui, c'est que cette Cour, elle est jeune, elle a un gros budget et elle est très politisée. Il y a un risque qu'elle soit très politisée, absolument. Donc finalement, le statut aujourd'hui des Palestiniens, est-ce qu'ils peuvent déjà faire appel à la Cour pénale internationale ou est-ce qu'il y a un processus en cours d'adhésion? Est-ce que le procédé est en cours? Alors, les Palestiniens ont un statut spécial. Je crois que les Palestiniens avec le Vatican sont les seuls pays, États, dits non membres de l'ONU. Donc la première question juridique qu'on aurait pu poser, est-ce qu'un État non membre de l'ONU a la capacité de saisir cette Cour internationale? Je pense que la réponse est positive. Pourquoi? Parce que les Palestiniens ont déjà essayé d'intenter de déposer une plainte contre Israël devant cette Cour en 2009 et les Palestiniens ont été déboutés.
Pourquoi? Parce que le procureur de la Cour avait décidé que les Palestiniens n'étaient pas un État. Mais ça, c'était avant la déclaration. C'est ça, c'était leur statut qui posait problème. Absolument. À présent, ils ont changé de statut. Absolument. Donc moi, je crois qu'il est possible. Ils auront juste une procédure d'adhésion à faire. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient peut-être le faire si jamais le meurtre, entre guillemets, d'Arafat, où Arafat avait été reconnu comme étant assassiné. Donc ils ont dit qu'ils déposeraient ça devant la Cour internationale. Et là, qui serait poursuivi dans ces cas-là? Mais c'est toute la problématique. J'ai bien peur, et c'est pour ça que les Israéliens se sont opposés à toutes ces procédures, c'est que tout simplement, comme vous savez, il y a la guerre, on a bien vu qu'il y a la guerre des images, et maintenant il va y avoir un autre réseau de confrontation qui est la confrontation juridique. Donc si vous voulez, la Cour internationale ou la CPI risque d'être un terrain de confrontation entre Israéliens et Palestiniens. Alors on parle que d'un seul côté, mais c'est à double tranchant cette fois-ci. Les Israéliens, eux aussi, peuvent poursuivre et être amenés à poursuivre les Palestiniens. C'est plus compliqué parce que les Israéliens n'ont pas adhéré. Le traité de Rome n'a pas été ratifié par Israël. Alors c'est possible qu'on pourrait concevoir que, étant donné que s'il y a eu des exactions, je vous prends par exemple les missiles qui ont été tirés par le Hamas sur le territoire israélien, peut-être que les Israéliens pourraient avoir, parce que étant donné que les Palestiniens sont également membres et que les personnes qui ont fait ça donc sont membres de ce traité, il est possible que les Israéliens puissent poursuivre. Mais c'est pas forcément, il y a également un problème juridique là-dessus. Philippe Koskas, une dernière question, on vient à court de temps. Quelles sont les personnes, les personnalités, les dossiers israéliens qui sont en ligne de mire aujourd'hui? Écoutez, c'est toutes les peines, toutes les exactions qui ont été faites depuis 2002. On sait bien, tout militaire qui a lancé, j'allais dire, un missile, peut être soupçonné. Et ça, en c'est gros, vraiment... ce que vous êtes en train de dire, c'est que chaque militaire, quand il part en guerre, finalement, il peut s'attendre à avoir derrière lui un juge, un avocat qui va lui tomber dessus après la guerre. Je crois qu'on arrive de plus en plus, de toute façon, j'allais dire, à leur rentrée de la justice dans le droit de la guerre. J'ai une autre chose qu'on n'a pas dit importante quand même, et parce que quand même Israël est un pays de droit, la Cour internationale, la CPI, à partir du moment où le pays, c'est-à-dire Israël, va faire une enquête sérieuse sur les faits qui lui sont incablés, alors à ce moment-là, la CPI n'a plus compétence. C'est-à-dire que s'il y a eu une enquête qui a été sérieusement faite en Israël, la CPI est dessaisie. C'est pas un tribunal qui va juger à la place des tribunaux locaux, mais un tribunal, j'allais dire, un peu supérieur. Mais c'est ce qui se passe à chaque opération militaire en Israël. Il y a toujours une commission qui s'occupe de gérer ces dossiers et de statuer, des espèces de tribunaux militaires qui sont chargés de statuer sur la façon dont s'est déroulée la guerre. Absolument, mais est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Et qui va décider si c'est sérieux? C'est la définition du mot sérieux qu'il faut Absolument. Qui va définir si c'est sérieux? Éclaircir. Et on revient au caractère politique de cette cour. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette cour, c'est que tous les juges, il y a 18 juges, ne sont pas tous juristes. Par exemple, le représentant japonais, c'est une personne qui a étudié sciences politiques. Donc, on peut dire, pour l'instant, c'est une cour jeune. On ne sait pas trop comment tout ça va être interprété. Et je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de circonscription. Et de toute manière, circonspection, excusez-moi, et de toute manière, comme vous l'avez bien dit, je crois que le système judiciaire israélien est suffisamment musclé pour ne pas avoir si peur que ça de cette cour. Vous parliez simplement, pour conclure, des Palestiniens qui ont le même statut que le Vatican. Le Vatican, justement, il ne s'est jamais servi de ce pouvoir qu'il a. Alors finalement, ça peut être un pouvoir assez caduc. Non, je crois pas. Je crois pas parce que là, on parle de confrontation qui a un caractère politique. Et donc, les Palestiniens vont tout faire pour essayer. On voit bien comment ils sont présents et omniprésents dans toutes les instances internationales, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, etc. Ils le feront, à mon avis. Ils auront recours à ils feront la saisine de cette cour. Et à ce moment-là, on sera sur ce plateau pour en reparler avec vous, Philippe Koskas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Troisième partie de cette édition, on rejoint Leslie Amselem. Leslie nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Leslie. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous en cette heure matinale. Vous venez, comme à l'accoutumée, nous parler de mode, bien évidemment, et en particulier de Fashion Week, Milan, Paris, New York, le monde entier que vous avez décrypté, que vous nous amenez aujourd'hui sur ce plateau. Pourquoi c'est si important, une Fashion Week? Pour vous, le Festival de Cannes, c'est important? C'est important pour les amateurs de cinéma. Pour les amateurs de cinéma, pour les films, pour savoir ce qu'on va aller voir au cinéma et à la maison. Mais c'est pareil pour la Fashion Week, sauf que c'est toutes les saisons, chaque année, pour le printemps, l'automne, l'hiver. Moi, je me suis plus concentrée sur le printemps-été 2013, qui va donc arriver bientôt.
Alors justement, l'un des éléments dont vous me parliez en préparant cette émission, c'est que, tenez-vous bien, téléspectatrices et téléspectateurs, printemps-été 2013, sortez vos fourrures. Exactement, les fourrures. Pourquoi? Apparemment, l'été va être très froid, glacial. Les designers ont vu qu'on a eu un bouleversement climatique très fort ces derniers temps, ces derniers mois. Donc ils se sont dit, ça va sûrement continuer dans les mois à venir. Alors ils ont dit, on va sortir les étoffes, comme on voit sur la photo. Prada, il n'a pas hésité à faire des châles en fourrure. On va imaginer une soirée où il y a un peu de vent, on a une jolie robe bustier. C'est quoi de mieux qu'un joli châle bustier, fourrure tricotée, donc on a vraiment pas chaud et on n'a pas froid non plus. C'est très élégant, un peu de fourrure à assortir comme on le voit sur ces images. Rassurez-moi Leslie, la couleur va quand même y en avoir cet été. La couleur, c'est bien de le dire, parce que ce sera la couleur et pas les couleurs cette année. Singulier. Au singulier. Cette année, on va pas se casser la tête à sortir, à faire des ensembles de couleurs, est-ce que ça va ensemble ou pas. Le total look est permis, on l'a vu dans tous les défilés, que ce soit... Donc on le voit ici avec Stella McCartney, Elisab, le total look en le vert, bleu, total le look vert, bleu. on a le rouge, on a le blanc chez Gucci, qui n'a pas hésité à nous faire un trio magnifique avec ses robes. On peut aller jusqu'au bout de la folie, il faut absolument que ce soit flashy, que ce soit voyant, si c'est des couleurs fades, c'est complètement passé et c'est vraiment pas joli. Donc ne pas hésiter avec le total look couleur unie. Pour ceux qui préfèrent les motifs à l'uni, il y a aussi de quoi faire cet été. On va être servi aussi à ce niveau-là, que ce soit les carrés, les ronds, les rayures, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les textures. Tout le monde, aucun designer. Si je peux me permettre, Leslie, quand je vois ces images, on revient un peu au style Jackie Kennedy années 60. Exactement, Jackie Kennedy années 60. On le voit déjà, elle porte des carreaux à l'époque. On a les rayures, on a exactement le même style, les cols ronds, les petites épaulettes comme je porte aujourd'hui évidemment. C'est vraiment un retour aux années 60, mais renouvelé, remodelé, revisité. D'autres années, une autre période qui est revisitée, si je ne m'abuse, c'est les années 20-30 avec les pompons, les froufrous. Années Charleston. Je me suis mise aujourd'hui en condition pour vous recevoir, vous avez vu. Bravo Nathalie, vraiment bravo. Si, donc les années Charleston aussi reviennent au goût du jour, avec les froufrous, les pompons. On les a déjà eu il y a quelques années, mais c'était beaucoup plus chargé, beaucoup plus long. On avait presque peur de tomber dans les escaliers avec. Maintenant, c'est plus léger, plus vivant. Et puis, celles qui vont être contentes, c'est les filles qui ont un petit peu de forme. Celles qui sont... Ah, ça, c'est intéressant. C'est le vrai conseil de Leslie ce matin. La robe de Versace, même si on a un peu de forme, ça peut le faire. Bon, alors elles n'ont pas forcément beaucoup de forme à cacher. Oui. Mais mesdemoiselles, mesdames qui nous écoutez ce matin, si vous avez des formes à dissimuler un petit peu, même si dissimuler, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais à dissimuler... Étant donné que c'est pas moulant, ça bouge en même temps que le corps, c'est parfait pour ne pas mettre les formes en avant quand il y en a de trop. Donc les froufrous et les pompons. Et les pompons, je suis tombée amoureuse de cette chaussure, cette paire de Dolce & Gabbana, je la trouve vraiment... Je dois avouer que Leslie, si vous avez des contacts... Je la prendrai pour moi d'abord. D'accord, très bien, ok. Les dés sont jetés. Alors les pompons vont être donc le nouveau. Je vois que vous nous avez amené quelques éléments sur ce plateau. Exactement, je vous ai ramené un joli serpent, parce que ça va être aussi la mode du serpent. Regardez-moi ce pantalon, avec un haut blanc ou un haut marron, noir. Il peut aller avec tout, mais il faut surtout aller avec la simplicité. Si alors voilà, quand on a un haut comme ça ou un bas de ce style-là, il faut l'assortir avec quelque chose de simple pour pas faire too much, pour pas que ce soit vraiment trop. Sinon, c'est pas joli. Au contraire de l'uni dont on parlait tout à l'heure. Et exactement. Les pompons, j'ai ramené une jolie petite paire de boucles d'oreilles. Je vous permets de l'essayer. On va essayer voir ce que ça donne. Je fais votre mannequin ce matin, on va voir. Et pourquoi pas. Pourquoi pas mannequin tout court? Pour les boucles d'oreilles, mais on va voir. Voilà. Donc les pompons, mesdames, si ça vous a convaincu. Je sais pas trop ce que ça donne. Je vérifierai dans l'écran de contrôle un peu plus tard. Moi, mais bien. En tout cas, très bien. Alors ça c'est pour la mode. Est-ce qu'on a pensé, moi, ma petite passion, c'est les chapeaux. En été, comme tous les matins quand vous arrivez au studio, effectivement. Exactement. Donc, et en été, c'est particulièrement de rigueur. Alors, tous les ans, évidemment, ça revient à chaque fois. Celui qui nous a fait vraiment un beau défilé de chapeaux, c'est Saint-Laurent, pardon. Et on le voit avec son borsalino revisité, plus épais. Il est en feutre et j'en ai un, par hasard, évidemment. Par hasard, qui est tombé avec comme nous, ça, arrivé ici. Ce matin sur notre plateau. Voilà. Voyons lui voir ce aussi, que ça donne. Je l'essaye. Bah quand même. Lui aussi. On y va, on va jusqu'au bout. Je vous ai pas fait essayer le pantalon quand même. Non, bah quand même. On garde des limites. Et voilà. Comme c'est joli. Donc c'est comme ça. Là, vous serez protégé du froid, du soleil.
protégé de tout. Là, il n'y a pas de risque. Ça peut même faire anti-moustique. Il n'y a pas de problème. Merci Leslie d'être venue ce matin pour nous parler des différentes modes de cet été. Vous savez donc tout sur les tendances du printemps et de l'été 2013. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain, même heure, même chaîne. En attendant, excellente journée à vous. Portez-vous bien.